Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité politique du matin, c'est Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Un conseil de défense sur l'énergie en fin de semaine à l'Élysée. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On va en parler, ainsi que cette rentrée à risque à tous les niveaux. Et la gauche dans tout cela, où sont vraiment les socialistes? Commençons aussi, Stéphane Le Foll, si vous le voulez bien, par la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, 91 ans cette nuit, le père de la perestroïka. Il y a beaucoup d'images qui reviennent. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qu'il symbolise d'ailleurs pour vous? Qu'est-ce qui symbolise? C'est la fin de l'URSS et c'est la fin de la guerre froide. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, avec Vladimir Poutine, la Russie a repris une volonté de conquête. Lui, il a géré la fin d'un système et la fin de l'Union soviétique. Il se trouve qu'à Solferino, je crois que c'était en 99, je l'ai rencontré. Ouais. Donc, je fais partie des gens qui l'ont rencontré. Et ce symbole était déjà à l'époque un peu éteint. Mais c'est une page de l'histoire du monde qu'il a dirigée et qu'il a fait changer quand même, puisque, je l'ai dit, après c'est la chute, tout de suite c'est la chute du mur de Berlin, c'est la réunification de l'Allemagne, c'est une Europe qui va se construire et qui va s'étendre à l'Europe centrale, et c'est aujourd'hui des relents avec Vladimir Poutine, une volonté de retrouver cet espace. C'est les paradoxes de l'histoire, quoi. Paradoxe, aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'était un homme qui a eu une charge, j'allais dire, politique, dont on ne peut imaginer aujourd'hui ce qu'elle a représenté. Ouais. Parce que passer d'un système à un autre, d'avoir ce poids dans l'histoire par rapport à un après-guerre et donc un après 89... Et puis un homme qui avait du courage. Et c'est un homme qui a eu du courage. Ouais, c'est pas parce que beaucoup en interne, il a été quand même extrêmement critiqué. Par la suite extrêmement aussi, contesté parce que le système avait résisté et résisté. Pour ceux en tout cas qui pensaient qu'il fallait maintenir ce système, beaucoup avaient déjà tourné la page. Mais lui, il a essayé de tourner cette page, il a essayé d'offrir une nouvelle perspective, il n'a pas pu, parce que, évidemment, quand on a un tel changement, il y a une vague qui se lance, et il n'a pas pu, lui, être celui qui pouvait surfer dessus. Il a disparu. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, assez éteint après. Oui. Stéphane Le Foll, question aussi ce matin dans l'actualité sur la décision de l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, validée par le Conseil d'État. Est-ce que c'est une victoire pour la République, comme l'a dit hier Gérald Darmanin? Je pense que depuis le début, Gérald Darmanin en fait un sujet politique pour lui, bien sûr. Mais en même temps, ça marque d'abord un état de droit. Ouais. Il y a eu un premier jugement au tribunal administratif, c'est le Conseil d'État qui décide. Au final, c'est une juridiction, c'est donc un état de droit qui s'applique et qui fonctionne et qui marque un point important dans un débat sur la place qu'a l'islam en France, qui est une place très importante. Et c'est parce qu'elle est importante qu'il faut qu'on soit aussi vigilant à faire en sorte que cet islam ne bascule pas ou ne continue pas à porter, non pas ce sur quoi la religion doit être un enjeu, c'est-à-dire une part de la conscience que chacun a de sa présence sur Terre, mais basculer du côté de l'islam politique, et ça, c'est pas acceptable. Ouais, donc cette bataille sur l'islam politique, ou contre l'islam politique, mais pour l'islam en France, parce que ça, il faut bien qu'on le rappelle, c'est un enjeu très important de l'équilibre politique de notre pays. Oui, il est introuvable. On n'aurait pas pu un peu mieux le surveiller quand même, non? Ça, j'en sais rien. Après, vous me posez des questions là. Non, mais je comprends. C'est au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a lui-même décidé son expulsion, qui a pris ses décisions. C'était à lui de savoir exactement ce qu'il fallait faire et en tirer toutes les conséquences. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui il est parti. Je ne sais pas où il est par définition, mais on dit qu'il serait en Belgique, mais bon. Peut-être qu'il est en Belgique parce que là on est sur des proximités aussi de frontières. Oui. La rentrée des profs aujourd'hui, des élèves demain, alors des difficultés à recruter des professeurs, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Est-ce que, et certains sont recrutés à la va-vite, rapidement, est-ce que vous dénoncez comme certains à la NUPS, à gauche, donc une ubérisation des professeurs? D'abord, je voulais dire à la NUPS,
puisque j'ai vu les universités d'été, et que la critique facile du quinquennat de François Hollande et le viatique qui, ça revient en permanence. En permanence. J'ai même vu que des débats entre M. Corbière et Mme Schiappa conduisaient à un seul point de convergence, la critique du quinquennat de François Hollande. Combien avons-nous créé de postes d'enseignants sous le quinquennat de François Hollande? Question aux auditeurs de Sud Radio. 65 000. 65 000. Qui ont d'ailleurs... Avec une stratégie... il y avait des départs parallèlement. Oui, aussi. Mais on a créé 65 000 postes. Aujourd'hui, vous avez commencé votre présentation en disant on a du mal à trouver 4 000 postes. Nous en avons créé 65 000, sur lesquels d'ailleurs Monsieur Blanquer comme Emmanuel Macron sont appuyés sur ces créations de postes pour assurer le dédoublement des classes en CP et en cours préparatoire. Et puis donc ce n'est pas la faute de François Hollande, c'est la suite qu'on aurait dû non seulement assurer. Il faut revendiquer ce qu'a fait François Hollande, ce que ne fait jamais la NUPS. Et jamais le Parti Socialiste, 65 000 créations de postes, et considérer que le gouvernement d'Emmanuel Macron, pour le coup, cigale pendant longtemps, se trouve fort dépourvu lors de la rentrée de 2022. La NUPS a la critique facile, c'est ça? Alors, sur François Hollande, sur le quinquennat, c'est... Sur le reste aussi, non. Alors là, ils disent maintenant, ils voudraient, par exemple, les sorties scolaires, les fournitures, tout gratuit. Tout gratuit. J'ai entendu d'ailleurs qu'une mère, ou un maire, je crois, dans l'Oise, PC... qui dit qu'il ne veut plus payer sa facture d'électricité, ou qu'il ne peut plus la payer. Quand on est à la NUPS et qu'on n'assume aucune responsabilité, qu'on est simplement dans des propositions, la gratuité, c'est très bien, mais qui, à la fin, paye? La gratuité pour les cantines. Vous êtes maire au Mans, comment vous faites? Comment on fait? On a des tarifs qui sont proportionnés au quotient familial, et pour ce qui est des plus... les ménages, ceux qui sont les plus populaires, les plus pauvres, le repas de la cantine au Mans, c'est 72 centimes. Voilà. Et c'est près de 30 à 40% des repas qui sont servis qui sont à 72 centimes. Voilà. Après, ça, c'est calculé en fonction, je l'ai dit, du quotient, et ça va jusqu'à 5. Mais oui, mais tout gratuit. Jamais rien n'est gratuit. Surtout quand vous proposez à manger, il faut bien payer ce qui est proposé. Et puis, les cuisines. Et puis, le fait que, par exemple, plus on va dans un système local, bio, et c'est le cas du Mans, plus aussi, ce que ça coûte. Et donc, laisser penser que les collectivités pourraient comme ça rendre tout gratuit, ça c'est une logique que j'ai souvent entendue de la part de la France Insoumise, et qui est devenue la logique de la NUPS. Je dis simplement, je les alerte, et je regarde ce qui se passe, rien que ce maire PC qui dit « Mais moi, si ça continue, je ne payerai plus mes factures d'électricité, parce que je ne peux plus. » Le Conseil de défense sur l'énergie qui est organisé vendredi à l'Élysée par Emmanuel Macron, est-ce qu'il est justifié? Ça fait partie maintenant une espèce de méthode de travail. Je réunis des conseils de défense, c'était ce qui s'était passé pendant la pandémie. Réunir des conseils de défense, discuter de la grande question de la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique, c'est une obligation aujourd'hui. Je trouve qu'à chaque fois qu'on fait monter un conseil de défense, c'est cette espèce d'idée qui est reprise tout le temps, qu'on est en guerre tout le temps contre tout, alors qu'il y a la guerre aujourd'hui. Oui, il y a la guerre en Ukraine. Et que là, c'est une politique qu'il faut conduire. C'est pas simplement un conseil de défense. C'est une politique tout le temps, de manière continue et avec des grands objectifs. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Le terme conseil de défense pour ça est adapté ou pas? Non, je ne crois pas qu'il soit adapté. Certains disent oui, ça a tendance à finalement angoisser encore davantage. Mais bien sûr, c'est la tendance. Ça dramatise. Il n'y a pas besoin de rajouter parce qu'en ce moment on entend beaucoup de personnes parler et angoisser tout le monde. Donc on doit être au contraire en capacité de porter une politique avec des grands objectifs de réduction de la consommation des énergies fossiles de manière collective en investissant. Et puis deuxièmement, on doit investir aussi dans la recherche et dans les innovations. Moi, dans quelques semaines, on va probablement lancer la première pierre qui est déjà commencée, d'un gymnase qui sera chauffé en géothermie saisonnière. Je récupère les calories du parking, je les stocke sous terre et j'utilise ces calories l'hiver pour chauffer le gymnase. Des choses comme ça, avec des surfaces qui sont inutilisées, gaspillées. L'énergie solaire aujourd'hui, elle est gaspillée. Donc, ça fait longtemps que je le dis, mais je vais le répéter ce matin. Oui, donc il faut se mettre en état, en ordre de marche, en quelque sorte. En ordre de marche. Oui. Et il faut... Et le Conseil de défense est adapté ou pas? Ou non, alors Macron angoisse les Français oui, ou pas? Ça angoisse, enfin ça donne... C'est de la communication pour dire, vous voyez comment on s'occupe, on est dans un Conseil de défense. Il y aurait
une proposition beaucoup plus efficace à faire. C'est de préparer un grand conseil entre l'État, les collectivités locales, grandes métropoles, régions, intercommunalités, pour faire en sorte que, à l'échelle de notre pays, avec les possibilités de subventions européennes et l'engagement de l'État, on se fixe 3 grands objectifs. Le premier, il faut qu'on réussisse l'isolation des logements. 34 à 35% de la consommation énergétique, c'est le logement. Et là, on est loin d'avoir réussi ce qu'on devrait pourtant avoir fait depuis trop longtemps. Il y a le plan vert, là. Il y a le plan vert, oui, mais très bien. Mais c'est 1,5 milliard, c'est un guichet, on vous donne 1,5 milliard, on ne sait pas où. Ça se discute. On doit se mettre autour d'une table. Les grandes mobilités de demain, comment on va les financer? Comment on les met en œuvre? Ça, c'est le deuxième point majeur qui devrait être au cœur des débats. Et la production d'énergie renouvelable, comment on la met en œuvre de manière collective et comment les réseaux dans chaque grand territoire peuvent être relayés, connectés. Ça, c'est 3 objectifs. Ça mériterait non pas un conseil de défense qui va se répéter tous les, je sais pas combien, 15 jours ou 3 semaines. Ça mériterait une grande réunion, conférence territoriale à l'échelle française, avec ses connexions au niveau européen, et on s'engage sur un plan. C'est ça qu'il faut. Oui, 2 dernières questions. Alors, est-ce que ça peut être à l'occasion du Conseil national de la refondation? Alors, le Conseil national de la refondation, encore, ça devrait être un conseil. Voilà, national de la refondation qui consiste à réunir tout le monde et faire c'est ça, un nouveau. Vous dites qu'il faut réunir tout le monde. Oui, mais avec un objectif. Là, on va discuter de tout. On rajoute une instance alors qu'il y en a déjà qui existe et qui devrait être utilisée beaucoup plus souvent. Non, je suis assez d'accord avec ceux qui n'y vont pas, parce que je vois pas quel est l'intérêt de tout ça. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Alors comment vous résumez en un mot peut-être ou en quelques mots cette stratégie d'Emmanuel Macron là justement, Conseil de défense, Conseil national de la. Je trouve que c'est beaucoup de communication et un manque évident de perspective et de grands axes politiques. Ce qui caractérise ce début de quinquennat, c'est l'absence de cap. C'est l'absence de vision. On est au coup par coup. On va faire un conseil de défense sur le climat, on va faire un conseil de défense peut-être sur autre chose. On est avec une première ministre qui dit j'ouvre la porte pour les super profits et un ministre de l'économie qui dit non, il n'y aura pas de super profits. D'ailleurs, qui rajoute qu'il va baisser les impôts de production pour 10 milliards d'euros, ce qui est parfaitement incompréhensible. Et je le dis d'ailleurs à la NUPS, avant même d'aller parler de super profits, il va falloir que, au niveau du débat parlementaire, on empêche Monsieur le maire de refaire la même chose que ce qu'il a déjà fait. 10 milliards d'euros pour les entreprises aujourd'hui, ça ne sert à rien, en particulier ni pour les banques, ni pour les grandes sociétés d'assurance. Un mot, puisque vous avez évoqué la NUPS aussi. On a vu, il y a eu cette rentrée du PS ce week-end, et les filles aussi en Isère. Clairement, c'est la France insoumise qui mène la danse. C'est clairement la France insoumise qui a pris le leadership, pour prendre un terme, qui a pris le leadership politique et idéologique. Et c'est bien le problème. Parce que c'est ça qui fera qu'au fur et à mesure, la gauche peut exister dans l'Union. Et le PS alors? Mais le PS est, je vous l'ai dit, sous cette domination politique et même idéologique de la France insoumise. Le grand discours de toutes ces un coup, il existe quand même. Olivier Faure et les socialistes. Il existe dans le cadre de la France insoumise, dans le cadre de la NUPES. Mais il existe avec quelle perspective? On va avoir les grands débats européens. On a la guerre en Ukraine. Où va-t-on? On voit bien qu'il y a des divergences, des différences. Je ne veux même pas rappeler ce qui s'est passé entre donc Olivier Faure est à la botte de Jean-Luc Mélenchon. À la botte, c'est que le Parti socialiste n'est plus émetteur et prescripteur d'une ligne politique. Il n'affirme plus rien. C'est une stratégie qui a déjà commencé il y a 5 ans, d'effacement, et qui fait qu'on est dans des stratégies électorales, mais on n'est pas dans une vision politique. Il faut parler aux Français. Moi, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je vais continuer à faire. Est-ce que vous allez continuer, d'un mot, Stéphane Le Foll, à faire des barbecues? Vous en faites ou pas? Mais j'en fais de temps en temps et assez rarement. J'étais un comice agricole dans mon canton, à Loué, samedi, on a mangé une entrecôte. Je trouve que par rapport aux enjeux, à la fois de la planète, des grandes difficultés qui s'annoncent, de l'inflation, de la question du pouvoir d'achat, il y a des débats qui sont lancés sans aucune, simplement par volonté, là encore, très idéologique, et avec des prismes de rapport à la société qui ne correspondent pas à ce que souhaitent globalement les Français, et surtout à l'enjeu qui est celui de réussir la lutte contre le réchauffement climatique. Merci Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre qui a été invité de Sud Radio. Merci à vous.
7h-9h, le grand matin Sud Radio.